Mesdames et messieurs, rebonjour, bienvenue dans Prima INSEE, mais deuxième partie. Nous sommes toujours avec Diane. Diane, qui vous écrivez, Diane? Oui. Qu'est-ce que vous écrivez? Un petit poème? On parle lecture et moi j'écris. D'accord. Donc parce qu'on parlait justement d'une initiative très intéressante, c'est l'initiative Lire et faire lire. Donc pour en parler avec nous, il y avait bien sûr Ariane, Nelsie et Véronique. On rappelle un petit peu ce que c'était que cette initiative Lire et faire lire quand même, pour ceux qui viennent de nous retrouver, Ariane. En deux mots, c'est une action nationale qui a été initiée par Alexandre Jardin en 1999, qui a été mise en place dans les différents départements sur le territoire français et en Corse, avec un peu de retard, mais beaucoup d'enthousiasme. Nous mettons en place l'action cette année sur la Corse du Sud et je pense qu'en Haute-Corse, l'action va se développer également. Et à côté de vous, il y a une bénévole, justement, Nelsie, qui avait plus de 50 ans, parce qu'il faut automatiquement avoir plus de 50 ans pour aller faire la lecture assez jeune. Vous êtes bénévole depuis combien de temps, d'ailleurs, vous, Nelsie? Depuis le printemps de 2011, puisque c'est à ce moment-là que l'action a démarré en Corse du Sud. Donc on a peu d'expérience, mais beaucoup d'enthousiasme. Donc concrètement, que vous prenez un petit livre que vous avez choisi, on a vu tout à l'heure comment vous les choisissiez, ces livres, vous arrivez avec votre petit livre, vous tapez à la porte de la classe et vous venez faire la lecture? C'est comme ça que ça se passe? Et on a les élèves préparés, prévenus, choisis par l'institutrice, et on va dans un coin de la salle de la pièce à vivre, où tout dépend, ça dépend, c'est souvent aussi pendant le temps périscolaire, entre midi et 2 par exemple. Mais ce n'est pas toute la classe, hein, c'est simplement quelques élèves choisis. C'est toujours un petit groupe, c'est au maximum 6 enfants, c'est entre 4 et 6 enfants en principe. Et on a le temps de lire combien de livres, dites-moi, en une année? Parce que vous y allez une fois par semaine, c'est ça? Ça dépend, c'est pas très important. Par exemple, avec des enfants de maternelle, on peut lire 2 petits livres avec des images, avec un petit peu regardant bien les images, en faisant parler les enfants. Avec des enfants de CM2, on va faire plutôt de la lecture suivie. Tout à l'heure, vous avez vu qu'ils lisaient l'Odyssée. C'est pas en une séance qu'on va lire le livre sur l'Odyssée, même si c'est une version pour les enfants. Donc c'est de la lecture suivie. Et la deuxième fois, on va leur poser la question de savoir ce qu'ils ont retenu. Et puis, certains pourront peut-être lire un paragraphe. Et justement, est-ce que vous constatez qu'il y a un véritable problème avec la lecture ou pas, d'ailleurs, au quotidien? Je vois que c'est Ariane qui opine. Oui, parce qu'il y a des études qui sont faites et le constat est fait aussi par les équipes dans les écoles, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont aucun livre à la maison. Et c'est pas faute c'est pas un manque de culture, c'est juste qu'il y a d'autres centres d'intérêt maintenant, notamment tout ce qui est nouvelles technologies, la télé, les DVD, etc. Et le livre, finalement, est de moins en moins présent. Ça sert à quoi de lire, alors? Vous leur dites, parce qu'il faut bien les motiver, ces jeunes. Ça développe l'imagination, l'ouverture au monde, la découverte, la curiosité. C'est ce que vous dites, Nelsie? Non, je dis pas ça comme ça. J'essaye de faire passer le plaisir de lire. Et c'est par le plaisir que... Et ça marche parce qu'après, les enfants, d'abord, ils vous attendent. Et ensuite, quand à la fin de l'année, on demande alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Ah, tu nous relis l'histoire d'eux. Donc ça y est, c'est gagné. Est-ce que, quand les parents viennent et disent où est-ce qu'on peut acheter le livre? Parce que aussi, le but, c'est de faire lire aussi les parents, peut-être plus tard aussi. Voilà. D'accord. Et alors, on essaye aussi de montrer aux parents, alors ça, on essaye de le mettre en place en ce moment, de montrer aux parents que même quand on ne sait pas bien lire soi-même, on peut raconter des histoires à partir des images, à partir du livre, toujours autour du support livre. D'accord. À côté de vous, il y a Véronique qui est bien silencieuse. Véronique, on a vu dans la première partie de l'émission qu'avec votre association ARIA, vous offriez des formations aux bénévoles parce qu'on peut apprendre à lire, à donner l'intonation. Mais vous ne faites pas que ça. Qu'est-ce que vous faites aussi dans cette association ARIA auprès du jeune public? Peut-être juste pour rappeler, donc l'ARIA en fait, a été fondée par Romain Renucci, homme de théâtre et de cinéma. Donc il y a 15 ans, et donc surtout autour d'un événementiel qui a lieu l'été, qui s'appelle les Rencontres internationales de théâtre. Et de fil en aiguille, en fait, on avait un aparté tout à l'heure, on disait que Alexandre Jardin et Romain Renucci avaient ça de commun, qu'ils étaient tous les deux, ils avaient une carrière artistique importante et qu'ils s'étaient tous les deux engagés vraiment sur ce qui fait le socle, c'est-à-dire la parole. Enfin, vous posiez la question tout à l'heure des livres, mais je crois que c'est vraiment ça l'essentiel, c'est-à-dire que pour s'exprimer, poser des mots sur ses émotions, la lecture, le fait de parler, de bien s'exprimer, d'acquérir du vocabulaire et
Et plus on en a, et plus on peut se faire comprendre, et plus on comprend le monde. Et on je est crois riche dans la vie, en gros. Voilà. Et je crois que c'est vraiment ça qui rejoint ces deux grandes figures que sont Alexandre Jardin et Robert Rinucci. Et donc, après donc, cet événementiel qui était un peu quelque chose de miroir, je crois qu'il y a eu aussi une volonté vraiment de faire de la formation, aussi bien pour les adultes que peuvent être les enseignants, les animateurs, enfin toutes les personnes qui sont en contact à un moment donné avec des enfants, avec du public, qui peuvent être des médiateurs de la lecture, de la parole, du théâtre, voilà. Donc il y a aussi des bibliothécaires qui viennent se former chez nous. Et puis on fait aussi de l'action en direction des enfants. Et là, on accueille des classes d'expression artistique, donc ce qu'on appelle communément les classes vertes, où des enfants viennent chez nous pendant une semaine, rencontrer des artistes et travailler sur un projet. À Onicapé, là. Oui, c'est ça qui est formidable, c'est qu'on a un lieu donc assez incroyable qui a été réalisé il y a très peu de temps, enfin qui est ouvert il y a très peu de temps au public, qui est un lieu de création et de diffusion et donc de formation avec une salle de 420 mètres carrés, tout en bois, HQE, fait avec les pins, autour. Et puis on a un autre bâtiment, c'est un ancien collège, parce qu'il y a eu une époque où ce village était... il y avait énormément de monde. Aujourd'hui, il y a plus... on est 200 habitants, donc il y a un vrai défi aussi. Et je crois que c'est important aussi de relever le projet de Robin, qui était aussi d'avoir un projet culturel qui redynamise la vie en milieu rural. Et donc, on a réhabilité ce collège. Et donc, il y a aujourd'hui plus de 70 lits, un lieu de restauration aussi. Donc, ça a été vraiment la réussite d'un projet associatif et d'une rencontre avec des élus qui sont engagés et qui portent aussi ce projet-là. Et les adultes qui viennent, les bibliothécaires, ils viennent se former à quoi? À bien parler? Alors, il y a des stages. Ça s'adresse à... comment ça se passe? On a donc des formateurs autour de nous qui sont des artistes, qui sont des gens engagés aussi sur la transmission. Donc, on a des stages autour, par exemple, du théâtre d'objets. C'est un stage qu'on a fait il y a très peu de temps, donc qui pouvait s'adresser aussi à tous les personnels de crèche. Voilà comment on travaille aussi sur le langage en manipulant des objets, en créant des histoires avec les enfants. On a des stages autour de l'écriture. Donc, si vous avez envie d'écrire, vous pouvez venir chez nous. Vous n'êtes pas obligé d'écrire dans votre coin toute seule, là. L'écriture collective, écrire pour soi, prendre le temps aussi. Ce qui est formidable, c'est que quand on arrive là-bas, on se coupe de son travail, de son activité, et on est pendant une semaine, 10 jours plongé en situation. On a des stages autour de la lecture à voix haute, du conte aussi. On fait un projet. Et des bonnes formations, parce que Nelsie, vous disiez que vous avez pu bénéficier, vous, d'un stage avec un acteur, et c'est formidable. C'était formidable. C'était formidable. Bon, vous ne bougez pas tout de suite, parce que vous le savez, je ne sais pas où est ma caméra, il y a toutes les caméras face à moi, voilà, c'est celle-ci. Donc, on va recevoir notre chroniqueuse du jour qui va nous parler justement de l'illettrisme en France aujourd'hui. Elle s'appelle Caroline, vous la connaissez. Et les caméras m'ont déconcentré. Caroline, bonjour, parce qu'en fait, c'était pas à vous d'arriver. Il fallait d'abord qu'on fasse le rappel du jeu, bien sûr, avec Diane. Ça va quand même, Caroline? Oui, on discute pendant que Diane a fait son rappel du jeu. Vous pouvez écrire, faire un atelier contre les jambes, il n'y a aucun souci. On a joué dans la première partie. Alors, nous avons joué avec des images d'archives. Elles dataient du 15 novembre 1995. Regardez regardez surtout bien l'homme que vous allez apercevoir dans ces archives. Una decina anni fa, uomo è passato che l'era nato cinema corso a tempo al primo festival di un film in Bastiglia. Difatti sono esciuti dando un pochi film corsi e parecchi progetti sono stati almanaccati. Ma a poco l'aiuti hanno diminuito e le esperienze hanno biato fondo. Die un uomo. Ah oui. Avete visto? Che gli ha prima risposto? Se dato di rimeno, si dà sempre di rimeno a cultura gorza. Vi domando qual è Somugui, quel est cet homme, si vous connaissez son nom. Un seul numéro, le 0800 000 900. A gagné le tablier, bien sûr, estampillé aux couleurs d'INSEM, mais aussi un livre. Moi, c'est mon coup de cœur du moment. Je passe ma vie le nez plongé dedans. Fiori e fiure, plantes sauvages de Corse aux éditions Colonne. Lily Figari et Pierre-Paul Grimaldi signent cet ouvrage. Et là, vous voyez, par exemple, moi, une de mes plantes fétiches, c'est le thym, l'herbe à baronne. Vous le voyez, vous l'avez décrit. Et puis là, on parlait légendes. Vous avez même la mythologie qui existe autour de cet ouvrage. Et bien ça, c'est à gagner si vous avez la bonne réponse.
À condition de savoir lire. Donc, Oui. Et c'est la raison pour laquelle Caroline nous a rejoints, puisqu'on va parler... Quelle transition! Il faut avoir un livre, il faut savoir lire. Et non, mais justement, c'est pas si simple que ça, parce que c'est un vrai problème, hein, Caroline, l'illettrisme. Tout à fait. On a vu tout à l'heure la différence entre illettrisme et analphabétisme. L'illettré, c'est quelqu'un qui a eu une formation, mais qui a un peu tout oublié. Qui ne maîtrise pas. Qui ne maîtrise pas. Et l'analphabète, c'est quelqu'un qui n'a jamais appris à lire et à écrire. Alors, Voilà. Caroline. D'abord une définition. En Oui. fait, la lecture, l'écriture, le calcul, on l'a vu, ne sont pas forcément maîtrisés correctement par tout le monde. Et par tout le monde, j'entends les personnes de plus de 16 ans qui ont été scolarisées et qui ne maîtrisent pas ces connaissances de base. Donc, elles ne sont pas autonomes dans des situations très simples de la vie quotidienne. C'est là qu'on parle d'illettrisme. Alors, ça fait peur, ça, ce terme. Hein. Ça impressionne, alors que ça ne devrait pas, parce qu'en France, il y a plus de 3 millions de personnes qui sont concernées, qui sont en situation d'illettrisme. 3 millions de personnes 3 en millions France. de personnes. Effectivement, la moitié, donc de 18 à 65 ans, la moitié d'entre elles ont plus de 45 ans. Le ratio homme-femme est à peu près de 60-40, autant en milieu urbain qu'en milieu rural, avec évidemment une plus forte concentration dans les zones urbaines sensibles. Les raisons. Alors, les raisons, ça peut être une déscolarisation, on va dire, précoce. Ça peut être également la mère de famille qui a dû s'occuper de ses enfants, et voilà, très jeune, et qui n'a pas pu poursuivre ses études, et puis qui, à la base, maîtrisait mal, et puis, le temps passant, maîtrise encore moins bien. Luttons contre une idée préconçue en disant c'est toujours ceux issus de l'immigration qui sont illettrés, s'il vous plaît. Effectivement, pas forcément. Donc ça concerne tout le monde, donc les personnes, on va dire, d'origine française, et puis des personnes issues de l'immigration, Union européenne ou hors Union européenne. Dans ces cas-là, on parle de français langue étrangère, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont lettrées dans leur langue de pays d'origine, du pays d'origine, mais qui sont illettrées en français. Et en Corse, dites-moi, quels sont les chiffres? Alors, en Corse, on n'a pas vraiment de chiffres ou de profils précis. On a simplement les chiffres des journées citoyenneté et défense. Donc c'est pour les personnes de 18 ans. On compte à peu près en moyenne 4% de personnes illettrées. Donc ça, la moyenne nationale est autour de 5%. Ça varie d'une année sur l'autre. 4%, ça veut dire qu'il y en a autour de nous, Caroline. Ah, évidemment, oui. Hein, je crois qu'il y a un chiffre, c'est 14%. Oui, alors ces personnes-là, donc qui sont en situation d'illettrisme, travaillent, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Donc il y a un chiffre pour les collectivités, mais c'est au niveau national. 14% des employés des collectivités seraient en situation d'illettrisme. Alors, 14%. 14%, oui. Mais et on s'en aperçoit pas forcément, en plus qu'ils sont illettrés. Non, parce que alors ils ont développé des systèmes, on va dire, de contournement. C'est-à-dire que pour leur faire signer un document, ils vont vous dire j'ai pas mes lunettes, je vois pas bien, est-ce que tu peux m'aider? Parce que ils peuvent lire, ils peuvent déchiffrer, mais ils ne comprennent pas les mots, le sens. Alors quand on leur lit le document, ils le comprennent très bien. Ouais. Vous voyez, il n'y a pas de retard, c'est juste la compréhension qui ne se fait pas. Mais pour améliorer la situation, alors en Corse, notamment, il y a les services de l'État, mais également le Centre régional d'appui aux acteurs de l'intégration et de l'insertion, le CREI, et toute une batterie d'associations comme l'AFPA qui œuvrent pour lutter contre l'illettrisme. Il y a des plans triennaux qui sont régulièrement mis en place. Là, le prochain est en cours d'élaboration. Les propositions seront faites dès janvier 2012. Donc, prévention et lutte. Alors, je vais vous dire mon mot que j'utilise trop souvent dans cette émission, mais concrètement, comment on s'y prend? Eh oui, concrètement, comment on s'y prend? Alors, si vous connaissez donc des personnes dans cette situation, si vous-même vous êtes dans cette situation, un numéro Indigo, c'est le 0820 33 34 35. Là, on vous conseillera, on vous guidera selon vos besoins et vos attentes vers la structure la plus adaptée. Parce que c'est des associations qui s'occupent de ça, justement? Oui, en grande partie. D'ailleurs, pour préparer ce sujet, il y a eu Madame Mattei de l'association Alpha dans la région bastiaise qui m'a raconté comment ça se passait très concrètement pour vous faire plaisir au sein de l'association. C'est-à-dire alors, moi j'appelle Madame, comment vous dites qu'elle s'appelait, pardon? Alors Madame a dit non, vous passez par le numéro Indigo et selon si vous êtes à Bastia, etc., on vous oriente. Donc ce sont des associations qui ont reçu un agrément de formation. Les référents sur place sont également formés à l'étude des connaissances de base.
Voilà. Donc alors j'appelle. Alors, vous appelez, là, on va vous donner un rendez-vous. On vous reçoit, premier entretien. On va vous faire parler de vos attentes, parce que ça peut être une remise à niveau, ça peut être pour donner un nouvel élan à votre carrière professionnelle, donc pour passer par exemple des concours administratifs ou une meilleure maîtrise de la langue. Donc ça, c'est le premier entretien, c'est vos attentes. Deuxième entretien, avec la référente formée, on va vous positionner, c'est-à-dire vos besoins cette fois. Est-ce que c'est plus d'écrit, plus d'oral, plus de calcul, la lecture, etc., etc. Donc, et ensuite un programme vous est proposé. Vous avez des exercices pendant les séances. Donc, les séances, c'est 2 fois par semaine en moyenne, 3 à 4 heures. Ça peut être plus intensif si vous le souhaitez. Donc, des exercices, mais également des mises en situation, des jeux de rôle. C'est-à-dire que vous allez avec vos petits... c'est pas l'école. Non, c'est pas l'école. L'apprentissage doit rester un plaisir. Ça doit pas être, en plus de ça, lourd, contraignant, parce que ce sont des personnes qui travaillent. Donc, on va pas, en plus, en rajouter une couche. Vous voyez, c'est pas des fiches de lecture. Mais bon, si vous souhaitez le faire... tant mieux. Et Diane, pendant ce temps, Diane écrit, hein, c'est incroyable. On ne l'arrête pas. On ne l'arrête pas. Dommage que vous n'ayez pas plus de 50 ans pour lire et faire lire, parce que franchement, il faut attendre combien d'années encore pour que vous ayez 50 ans? Pas mal d'années, une bonne vingtaine d'années, si ce n'est plus. Ouais. D'ici là, on aura vaincu l'illettrisme. Qui attend impatiemment que le temps passe vite pour que je puisse le faire. Mais c'est vrai que c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Ceci dit, vous pouvez aller du côté de l'association Alpha de Bastia, qui doit recruter des bénévoles aussi. Hein. J'essaie de m'éloigner, là. C'est bien essayé. Pas du tout, je suis très très content que vous soyez là à mes côtés chaque jour. Donc, ces jeux de rôle, revenons dans ces jeux de rôle. Alors, vous reproduisez une situation de la vie quotidienne. Alors, le médecin, la démarche administrative, la boulangerie, le permis de conduire. On vous laisse vous débrouiller, je dirais, avec vos petits camarades de classe. Et ensuite, la référente intervient et reprend le dialogue dans un français correct, cette fois, pour, voilà... Quand je ne comprends pas, là, comment on apprend à écrire en parlant avec le boulanger? Alors, c'est pas écrire, là, c'est pour, par exemple, des exercices pour être dans l'oralité, pour s'exprimer de manière correcte. D'accord. Donc, parce qu'en fait, il ne s'agit pas de baragouiner. Exactement. C'est vraiment vous donner les clés, ce sont des clés pour vous exprimer à l'oral, à l'écrit, d'une manière correcte. Voilà, avec des règles grammaticales, orthographiques, de conjugaison, etc., etc. C'est payant, tout ça? Alors, c'est payant. Oui, mais pour l'instant, c'est symbolique. Par exemple, pour l'association Alpha, c'est 10 € l'inscription pour l'année. Et ensuite, pour l'année encore, c'est de 20 à 30 €. Donc, on va rappeler le numéro Indigo. Là, c'est l'association Alpha, 95 30 87 09. On a compris que c'était une association du côté de Bastia. Est-ce qu'il y a le genre d'association comme ça, vous qui connaissez toutes les associations de Corse, Ariane, d'autres associations comme Alpha? Oui, il y a des organismes de formation qui existent et qui dispensent, qui peuvent être sous régime associatif et qui dispensent ce type de formation, des compétences clés, oui. L'AFPA, les Greta et également toute la liste en fait sont disponibles auprès du centre régional d'appui aux acteurs de l'intégration et de l'insertion. C'est le centre que vous appelez avec le fameux numéro Indigo. On va le remettre justement, le numéro Indigo, qu'on soit Bastia, Ajaxien, n'importe où, puisqu'on nous regarde. C'est... Voilà, 0 820 33 34 35. Et ce qui est important pour conclure, c'est que ces personnes-là sont vraiment dans des situations où elles ne sont pas du tout autonomes. Et c'est ça qui est important, parce qu'elles peuvent être même isolées au sein de leur propre foyer. Par exemple, pour les parents qui ont des enfants scolarisés, c'est un petit peu difficile à gérer, à suivre les études des enfants si eux-mêmes souffrent, souffrent. Ben, entre guillemets, sont touchés par l'illettrisme. On peut dire le mot aussi. Hein. Dire le mot, c'est commencer déjà à résoudre le problème. Justement, Nelsie, est-ce que vous, comme vous allez dans les écoles pour lire des histoires à des petits-enfants, est-ce qu'il y a des parents qui sont illettrés? Ou pas? Ou est-ce que justement c'est un sujet tabou pour le coup? Est-ce qu'il y a des parents qui viennent vous voir et qui vous disent écoutez, moi je ne sais pas lire et écrire, apprenez à lire et écrire à ma petite? Plusieurs choses. D'abord, au niveau de mon expérience personnelle, je n'ai pas eu ce genre de remarques. Par contre, je sais très bien qu'il y a beaucoup de personnes illettrées, y compris parmi des gens qui travaillent à l'hôpital, etc., parce qu'on a mis en place des formations pour justement les aider. Et le premier travail, c'est un travail d'acceptation. C'est-à-dire accepter de dire, oui, je ne sais pas lire, je me débrouille seulement avec les codes de couleurs qu'il y a sur les boîtes ou les choses de ce genre. Voyez. Donc il y a un premier travail, et je pense que c'est très important qu'on en parle, parce qu'il faut qu'il y ait cette prise de conscience.
En ce qui concerne les enfants et les parents, dans des structures comme l'accompagnement éducatif à la sortie de l'école, là, on a plus de contact avec des parents, par exemple issus de l'immigration, qui sont peut-être de bons lecteurs dans leur propre langue, mais qui ne sont pas des lecteurs du français. Et à ce moment-là, il est important de les accompagner pour la lecture du bulletin de scolaire, de notes, bien sûr. Leur dire aussi qu'ils peuvent lire des livres à leurs enfants, y compris dans leur propre langue, des livres sans oui, images. Parce que vous ne savez, hier, on a parlé justement, c'est un petit peu le thème de l'émission, et de savoir deux langues, de toute façon, c'est une richesse. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à parler. Donc on essaye, on est en train de travailler avec Ariane là-dessus, sur la façon dont on peut essayer de faire mettre en place ce type de pont. C'est un petit peu en marge de lire et faire lire. Mais ça va dans le même sens. On peut faire plusieurs ponts sur la même rivière. Hein? Allez, c'est l'heure de vos questions, tout de suite. Ah, bon, on me dit le jeu, donc moi, le jeu, ah oui, excusez-moi. Décidément, j'ai pas envie de vous faire jouer aujourd'hui, Diane. C'est incroyable. Je vous emmène du côté de Bastia, je vais pas vous faire jouer. Ça sert à rien, je ne peux même pas aller dans les écoles faire lire. Je sais plus quoi faire. Ah, mon nom est gagnant. Mais on l'avait pas et on l'a retrouvé. Ah. Voilà. Et il est de Bastia d'ailleurs. Jean-Marie, j'arrive. Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va, qu'est-ce que vous faites? Ben, je vous regarde, je suis devant l'écran, voilà, Bon, je suis en train de travailler. Bon, vous avez un petit peu suivi donc le fil de l'émission? Oui. Comment ça, vous travaillez devant l'écran? Qu'est-ce que vous faites Alors, je vais vous expliquer, cher monsieur, ce que je fais. Je suis en train de mettre au point de modestes prototypes, je ne peux pas en dire trop, qui sont sculptés et que vous retrouverez dans quelques mois en pâte de verre, dans le commerce, entièrement fait main. Voilà. Ah, eh bien, il y a des choses insolites qui se passent. Ben oui, et on ne vous déconcentre pas trop, en fait, j'ai l'impression. Parce que vous avez... Est-ce qu'on... Bien sûr qu'on peut en parler, non? Ah bah oui, on peut en parler. Parce que, voilà, comment je vais expliquer, je tiens ça, je suis un petit peu tombé dedans comme d'Astérix. Quand j'étais petit, j'essaie de faire fi par rapport, vous savez, à la réverbe, l'effet d'écho qu'on a. Et donc, mon père étant le premier verrier corse, Ange-Philippe Campal, on a monté la première verrerie en 76, et donc ça a marché très fort. Il nous a quittés une dizaine d'années, moi je suis le fils aîné, on est plusieurs frères, et donc je prends la relève, je monte un atelier sur Bastia, voilà. Bon, eh bien, très bien. Avec les fours, parce que bon... C'est dit. Qui dit qu'on ne vous recevra pas un jour, qu'on ne vous aura pas un jour avec nous? Oui, tout à fait, oui. Voilà. Mais merci de parler de cette belle activité, la verrier, Jean-Marie. Bon alors, vous avez un petit peu suivi le fil de l'émission. Qu'est-ce que vous pensiez de cette initiative? Très très bonne, c'est très bon de se mettre à la portée des gens, de vulgariser les choses. Est-ce que vous pensez que Diane, elle doit aller travailler sur Bastia ou pas? Pour me trouver à n'importe où. Elle soit comme elle soit un peu aux quatre vents, aux quatre coins cardinaux, vous voyez. Ah, d'accord. Bon, très bien. Jean-Marie, c'est un poète. Hein. Vous mettez de la poésie dans cette émission qui était déjà très littéraire. Eh bien, écoutez, Jean-Marie, vous avez une réponse. J'avais oublié pourquoi nous étions là, presque. Oui, vous avez peut-être une réponse. Alors, qui est-ce? Ce monsieur barbu qu'on a vu à l'écran en train de monter un court-métrage, je présume, puisque c'était un des premiers bonhommes à avoir fait un court-métrage, même sur des personnages en pâte à modeler. Je pense que... Et son nom? Il s'appelle Doumé Gambini. Exactement, ardent défenseur de notre île et acteur culturel. Ah oui, il a fait énormément de choses. Il fait beaucoup de choses. À l'époque, c'était le parc, je crois, régional de la Corse. Par la suite, il est aussi humoriste. Oui, et puis il a plusieurs cordes à son arc. Animateur, musicien, film animalier, bon, il est fort. Doumé Gambini. On regarde la réponse. Il est encore parmi nous, parce que oui. C'est vrai qu'on fait souvent hommage aux gens illustres, mais souvent les gens sont défunts. On peut dire que Doumé est toujours vivant, que Dieu nous le garde, et il faut le garder dans le coton. Nous, on a dans les archives, on en prend soin. Mais on l'embrasse d'ailleurs s'il nous regarde. Voilà. On l'embrasse s'il nous regarde. On regarde vite fait la réponse, elle est courte. Ou pas. C'est parti.
Difatti sono esciuti dando un pochi film corsi e parecchi budgetti sono stati almanaccati, ma a poco l'aiuti hanno diminuito e le esperienze hanno via du fondo. Non c'è un festival, solamente se voi fate un festival di Big Me, non è mica per questo che non nascerà un festival di Big Me. Tu vois, vous voyez, c'était court, Luc. C'était court et intense. Alors, écoutez, qu'est-ce qu'on va vous souhaiter? D'une magnifique, je dirais, préparation pour cet événement artistique. Voilà. Et puis on va vous donner quelques cadeaux quand même. Bah, oui, je prends. Là aussi, j'avais oublié, Jean-Marie, bientôt. Non, alors Jean-Marie, pour vous, c'est le tablier INSEM qui pourra peut-être vous servir finalement à autre chose que... Le tablier INSEM, il ne sert que pour cuisiner. Hein. Non, attention, moi, je vous vois bien faire du verre avec un tablier INSEM. En tout cas, ce serait pas mal. Bien sûr. Oui. Vous le voulez de quelle couleur, tiens, Jean-Marie? On avoisine les 1400 degrés, mais pourquoi pas, hein? Voilà, le tablier pour votre femme. Hein. Je vais faire de la cuisine. J'ai modestement un CAP cuisinier, mais voilà, je cuisine pour les amis à la maison. Donc de quelle couleur le tablier? Dites-moi. Quelle couleur? Peut-être, je sais pas, noir si vous avez. Ah non, vous regardez pas souvent l'émission. Hein. Vous l'avez quoi? Non, alors il y a marron, blanc ou bleu? Marron, blanc ou non, bleu? Rouge ou bleu? Rouge ou bleu? Pourquoi pas rouge? Rouge, hein? Parfait. Couleur passion. Et puis le livre Fiori e fiure et plantes sauvages de Corse, puisque vous m'avez l'air d'un poète, Jean-Marie. Ça, c'est parfait pour gambader dans le maquis en connaissant toutes les herbes. Un poète qui gambade dans le maquis. En tout cas, merci. Voilà. Merci, Jean-Marie. Merci beaucoup, merci. Sans vouloir abuser, une petite pensée pour une personne que vous avez connue, regretté, bien sûr, comme tous les gens précieux qui s'en vont, et que j'ai connu, grâce à ce monsieur dont le mini-gambi, il s'appelle, bien sûr, Daniel Paric. Ah oui. Oui, on ne peut pas. On fait un grand bisou là où il est. Voilà, c'est un grand monsieur. Il y a sa famille. Je pense à lui. Mais je l'ai connu grâce à ce Dominique, vous voyez. Merci beaucoup. Jean-Marie, merci pour toutes ces bonnes pensées. À très bientôt. À très bientôt, je l'espère. Bonne continuation, au revoir. Allez, là, j'en suis sûr. Au revoir, Jean-Marie. Je suis sûr de mon fait. Là, c'est vos questions. Ce sera plutôt votre question, d'ailleurs, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Hein. Qui devrait arriver, je crois. Oui. Comment les 3 millions d'illettrés français choisissent-ils leur bulletin de vote? Ça en voilà une belle question. Caroline, vous nous enlevez une aiguille. Je me sens angoissée d'un coup. Donc, comment font-ils? Je tente. Eh bien, on parlait tout à l'heure des subterfuges, des systèmes de contournement, en fait. Le bulletin de vote, on peut très bien le préparer chez soi et demander à son mari, à sa femme, à ses enfants de le préparer. Et puis, généralement, il y a le petit sigle qui va bien mais d'après selon moi, le parti. Au-delà de ça, la question, c'est une question un petit peu vicieuse, je dirais, parce que ça veut dire qu'il y a 9% de l'électorat en France qui va voter sans savoir lire ce qu'il y a sur son bulletin de vote. Quand même. Donc, plus que les bulletins de vote, ce sont les programmes. Exactement. Donc, ça prouve que c'est cause nationale, la lutte contre l'illettrisme. Il faudrait qu'on prenne vraiment ce problème à bras le corps, quand même. Hein, parce que 9% de la population... Ce sera certainement une grande cause nationale en 2012, la lutte contre l'illettrisme. Ok, si vous le voulez bien, puisque vous êtes sage et que vous ne répondez pas aux questions, hein, on va voir un petit peu ce qu'il faudrait voir ce soir sur Viasté, là. Regardez. Et donc notre petit conseil à toute l'équipe d'INSEE, Médiane et puis tous ceux qui sont en régie, hein, bien sûr, ce serait plutôt de regarder ça ce soir. Vous en avez l'habitude, le mardi c'est Orizzonti. Et pour parler d'Orizzonti et de Terra Vecchia, une fois n'est pas coutume, nous n'avons pas Thomas Brunet, il est en plateau, mais nous avons Pierre Dieulafay qui est en duplex avec nous de Bastia. Bonjour Pierre. Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver Pierre. Vous êtes le producteur de ce documentaire. Oui. Voilà, donc avant que nous en parlions, avant que vous en parliez d'ailleurs, je vous propose qu'on en regarde un petit extrait. Le quartier Saint-Charles, traversé par sa rue droite, est le cœur historique de Bastia. De l'éclat et de la splendeur du quartier que l'on nommait autrefois Terra Vecchia, plus grand-chose ne subsiste. Le charme pittoresque de ses ruelles étroites et de ses façades à la génoise cache des dysfonctionnements majeurs. Petit à petit, les murs et les âmes du quartier se sont lentement mais sûrement dégradés. Aujourd'hui, 50% de sa population vit dans des conditions précaires qui vont de l'indécence à l'insalubrité. Au cœur de la ville, on entame sa réhabilitation. 5 années de travaux d'envergure, rénovation, démolition, aménagement et reconstruction pour ce quartier qui a près de 500 ans. L'objectif annoncé par les pouvoirs publics,
est de maintenir les populations sur place, entretenir une réelle mixité sociale, recréer des échanges entre les habitants, mais aussi préserver le patrimoine et redonner au quartier la place qu'il mérite au cœur de la ville. Pierre, on est dans quelle ville, là? 50% de la population qui est dans un état de précarité? On est dans une des plus belles rues de Bastia, probablement, en tout cas à une époque. Et confronté à des gens qui sont amenés à peut-être quitter le quartier alors qu'ils y ont grandi. Et l'initiative au départ est un travail de mémoire finalement, puisque quand j'en ai parlé la première fois avec Jean Leccia, qui est à l'initiative d'une opération qui s'appelait Croque ton quartier, c'était finalement de faciliter le travail de ces gens dont on va raser la maison et quelque part enlever un pan de mémoire que je trouvais assez... J'ai toujours imaginé que c'était une condition assez cruelle quand on érase comme ça tout un pan de votre vie. Et au départ, c'est une démarche qui m'a ému parce que je me suis dit que peut-être pour une fois un film pouvait être plus utile que dans d'autres circonstances et qu'on pouvait aider les gens à accomplir une part de ce travail qui est malgré tout... quand on est à l'oubli, une part de leur enfance, et peut-être qu'il en restera quelque chose, qu'au moins j'ai eu ce sentiment de participer un petit peu à cet exercice qui partait d'un bon sentiment, et même au-delà de ça, c'est quelque chose d'un peu vital, on se construit quand même beaucoup sur sa mémoire, et c'était cette démarche-là qui m'intéressait. Après, moi j'ai eu une approche du quartier un petit peu différente, puisque je suis un peu nouvel arrivant à Bastia, je suis arrivé en 2007 quand j'ai fait L'Homme de Londres de Bellatar, qui était un gros long métrage où on a mis un bazar terrible en ville et où finalement, presque je dirais ma naissance, dans Bastia, c'était ces quartiers-là que j'ai trouvé toujours assez fascinants, mais d'un point de vue presque de bobo, parce que c'est joli en photo, mais à vivre c'est peut-être très difficile, voire même pour certains impossible. Et voilà, j'avais l'impression que le film pouvait contribuer à plusieurs égards à revaloriser cette initiative qui est qu'on laisse aux gens une part de leur mémoire, que si on leur en enlève un autre pan, on peut fixer malgré tout quelque chose et que ça leur serve à mieux vivre cette situation. Et c'est un quartier qui a été probablement de toutes les splendeurs à son origine. Il y a des plaques de rue qui datent de 1500 par exemple, bien sûr. Pierre, 5 secondes. Là, c'est pas si triste que ça, votre documentaire, hein, parce qu'on va voir que il faut pas confondre bien-être et bien avoir. On va voir notamment avec la petite Gladys qui, voilà. Donc, ça, Pierre, Gladys, elle vit dans le quartier, elle vit dans Terra Vecchia, elle vit dans la pauvreté, mais ça n'empêche pas d'être très créative et d'être heureuse finalement. Il y a aussi un message d'espoir derrière ce film. C'est pas qu'elle vit dans la pauvreté, elle vit dans des conditions qui sont un petit peu difficiles parce que le quartier est devenu insalubre au fil des années, que malgré tout la réhabilitation, la vie et la rue est vivante, ça a été un beau quartier, c'est un peu splendeur et déclin. Il n'empêche qu'effectivement on peut très bien vivre, je pense que l'endroit où vous vivez, si vous en êtes, comment dire, si vous venez de là, c'est pas misérabiliste du tout. C'est justement ce qu'on voulait montrer dans le film, c'est qu'il y a des aspects qui sont historiquement importants. C'est une des plus vieilles villes de Bastia. C'est de très belles façades, ça s'est déprécié, dégradé, c'est devenu une ville, une rue plutôt sujette à problème parce que ça a été un peu un certain berceau de Pierre, je suis désolé, Pierre, je vais être obligé de vous couper. Pierre, je vais être obligé de vous couper, je suis désolé. C'est à voir ce soir sur Viasté à 20h35. Désolé, quand on est obligé de couper les gens, je suis désolé. Ce soir, bon film. C'est Raïnsé et nous on se retrouve demain. Allez, au revoir.